Sud Radio, Berkov dans tous ses états. À mes frères et sœurs qui nourrissent le monde, à ceux qui se lèvent pour faire entendre la voix d'un peuple trop longtemps sous l'étau immonde du libre marché libre et de sa loi. Nous sommes en guerre. Eh oui, nous sommes hélas en guerre, et nous n'allons pas dire comme Apollinaire, adieu que la guerre est jolie. Non, elle n'est pas jolie la guerre. En revanche, on se demande quelquefois, est-ce que c'est une guerre, ou est-ce qu'une guerre qu'on provoque, est-ce que c'est qui l'amène, pourquoi, etc. Et nous sommes là pour ça. Vous savez, ici à Sud Radio et dans Berkov dans tous ses états. On va parler de ce qui se passe effectivement avec l'interview, le célèbre interview, déjà, avant que personne ne l'ait entendu, de Tucker Carlson, le journaliste américain, avec Vladimir Poutine, le président de la Russie. Alors ça va être diffusé à minuit heure de France, ce soir, et déjà les esprits s'enflamment. Pourquoi ? On va en parler peut-être. Il s'agit aussi de liberté d'expression, vous savez, liberté d'expression. Vous savez, c'est sur le fronton de nos édifices. Et puis on va parler, et en prenant du recul, l'agriculture. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça fait quelques jours. Il y a encore une semaine, c'était presque à feu et à sang. Tout le monde convergeait sur Paris. Rungis allait être pris. Le salon de l'agriculture n'allait plus exister. Et puis aujourd'hui, on est rentré au bercail. Les agriculteurs, la plupart en tout cas, certains résistent. Ça ne veut pas dire que c'est un chapitre ou pas. Et puis on va en parler avec quelqu'un qui connaît et qui suit l'agriculture. C'est un journaliste, c'est un éditorialiste, Jean-François Robinet, qui depuis, on peut dire un demi-siècle, connaît ça et a écrit la lettre verte, et on va prendre du recul et raconter pourquoi on en est là aujourd'hui. Ensuite, après les perles, les huées, les bravos, et vous allez voir, on a des choses assez fortes, on va recevoir l'auteur d'un livre très important, très polémique, qui va faire beaucoup de polémiques. Prendre les armes ou rendre les armes. Bertrand Saint-Germain, docteur en droit, va nous dire au fond, est-ce que l'État, parce que vous savez très bien que Déclaration de l'homme, des droits de l'homme, le droit à la sécurité fait partie des droits fondamentaux de l'être humain. Sont-ils respectés ? L'État peut-il aujourd'hui, assure-t-il la sécurité ou pas ? Et sinon, autodéfense, légitime défense, l'accès aux armes, on va en parler longuement. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous allons un peu beaucoup parler de liberté d'expression. Vous savez que c'est la vertu principale, en principe, d'une démocratie digne de ce nom. Eh bien, en ce moment, elle est secouée, la liberté d'expression, par rapport à un voyage d'un certain journaliste américain chez un certain président russe. On en parle. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. The Who, I'm free, je suis libre. Je suis libre, oui, mais c'est extrêmement discuté en ce moment. Racontons l'histoire qui fait aujourd'hui le bruit, le buzz, comme on dit, mais je déteste ce mot. Dans le monde entier, pratiquement, voilà le journaliste américain, le très célèbre journaliste américain qui était à Fox News, qui est maintenant sur X, Twitter, est allé à Moscou et il a eu un entretien de 2 heures avec Vladimir Poutine. Cet entretien sera diffusé ce soir à minuit heure de France sur sa chaîne, donc à X, et sur la plateforme de Tucker Carlson. Et ça a fait un bruit de folie, c'est-à-dire que l'annonce simplement par Tucker Carlson de son entretien avec Poutine avant-hier a fait 25 millions de vues. Et il le dit ceci: nous ne sommes pas ici parce que nous aimons Vladimir Poutine, a dit le journaliste. Nous ne vous encourageons pas à être d'accord avec ce que Poutine peut dire dans cette interview, mais nous vous exhortons à le regarder. Vous devriez en savoir autant que vous le
pouvez, voilà. Il dit simplement, on veut savoir, on a en général, chez nous en Amérique, un seul son de cloche, eh bien on va écouter l'autre son, et puis vous ferez votre jugement. Je vais vous dire, qu'est-ce que c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est ce que tout journaliste, toute presse, tout média dit, ce nom doit dire. Eh bien écoutez, on donne les opinions, on voit, on a notre opinion aussi, et puis vous faites effectivement votre opinion, vous faites votre raison, et je dois dire, et je remercie encore une fois, je remercierai jamais assez les milliers, les centaines de milliers d'auditeurs de Sud Radio et de notre émission. Ils nous disent, écoutez, ce qui est bien chez vous, c'est que justement, on entend les gens qu'on n'entend pas ailleurs, on n'entend pas les gens de la doxa, les gens de la raison dominante. Alors, Tucker Carlson y va, et tout de suite, c'est le branle-bas de combat. Alors, formidable. Une certaine chaîne française dit, le propagandiste américain, l'américain de service de Poutine, etc., moi, je ne dirais pas, écoutez, quand j'entends cette chaîne, la chaîne de la propagande ukrainienne. Écoutez, ce qui est extraordinaire, c'est cette espèce de vent, je ne sais pas si c'est de la panique ou de la mauvaise foi, avec comment il s'est rendu en Russie. Attendez, l'Amérique n'est pas en guerre avec la Russie, la France n'est pas en guerre avec la Russie, que je sache, ou alors qu'on me renseigne. Il s'est rendu en Russie pour faire son métier de journaliste, comme on fait énormément de journalistes américains qui sont allés voir Poutine, et français aussi, etc., depuis des années, et qui ont été reçus. Je rappelle aussi, pour ceux qui considèrent que Poutine c'est Hitler et que Zelensky c'est Churchill, que entre 33 et 39, beaucoup de journalistes occidentaux sont allés interviewer Hitler, et personne n'a dit qu'ils étaient nazis parce qu'ils avaient interviewé Hitler. Alors, eh bien aujourd'hui, monsieur Guy Verhofstadt, vous savez, l'ancien premier ministre belge, il dit, ah là là, l'Europe pourrait interdire et devrait interdire, l'Union européenne, toute présence de Tucker Carlson en Europe. Ah bon? Ah oui, il doit être boycotté, il doit être déclaré persona non grata. Voilà, il faut lui faire une interdiction de voyager, il faut l'envisager. Ça, c'est un porte-parole du criminel de guerre. Ah bon? Du criminel de guerre Poutine, et l'Union européenne sanctionne tout ce qu'il a dans cette forme, puisque Poutine a été déclaré criminel. Ça veut dire que si je vais interviewer quelqu'un, même si je ne suis absolument pas d'accord avec lui, je suis son porte-parole. Alors ça, c'est une définition de journaliste, quand je l'entends de la part de politiciens. Bon, c'est de bonne guerre, évidemment. Comment vous allez voir Poutine, vous allez lui donner la parole, c'est pas possible. Mais quand j'entends des journalistes, quand j'entends des hommes de médias, et en Amérique, alors, c'est vraiment le déferlement. Comment il est allé voir Poutine? Il va donner la parole à ce traître. C'est extraordinaire, ça. Quand Oliver Stone est allé voir Poutine, le grand metteur en scène, il est allé voir Poutine, personne n'a dit que c'était un traître. Ah non, mais aujourd'hui, ça ne va plus du tout. Et je voudrais vraiment rappeler quelque chose de très simple. Qu'est-ce que c'est que le journalisme? C'est normalement, je ne vais pas rappeler Albert Londres, la plume dans la plaie, je ne vais pas rappeler Émile Zola, je ne vais pas rappeler Joseph Kessel, je ne vais pas rappeler tout cela, les grands. Mais si ce n'est pas une liberté qui rencontre une autre liberté, y compris la liberté de l'autocrate, c'est quoi? Le journalisme, je le répète, je le radote et je le radoterai 25 000 fois, c'est celui qui a question à tout. Pas celui qui a réponse à tout, pas l'éditorialiste de plateau, pas simplement le médecin de plateau qui n'y connaît pas grand-chose dans telle ou telle spécialité, pas seulement le général de plateau qui n'a pas vu une guerre, qui n'a pas vu un guerrier depuis 25 ans, hein, et qui salive, et qui sait tout, et puis on voit qu'il ne sait pas grand-chose. Alors voilà, je voudrais simplement rappeler ce que c'est que les règles fondamentales du journalisme. Heureusement, beaucoup de journalistes le savent, et beaucoup de journalistes l'appliquent, mais beaucoup cèdent à ce qu'on appelle le langage binaire, le côté le bien et le mal, se mettre dans le camp du bien, et c'est tellement rassurant être dans le l'igloo ouaté, dans la niche ouatée du camp du bien. Non, il n'y a pas de camp du bien et de camp du mal. Il y a la vérité, et la réalité, elle est complexe, et c'est à nous d'affronter, d'expliquer, de trier le bon grain de livret, mais surtout d'expliquer et d'exposer cette complexité, et c'est à vous de vous faire votre opinion, en toute liberté. Encore une fois. Sud Radio André Berkoff.
Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Une chanson, effectivement, un hommage aux agriculteurs en colère, ceux qui ont défilé avec leurs tracteurs pendant des jours, et d'ailleurs ça continue, parce que il n'y a pas qu'en France, il y a en Europe. Alors, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir, voilà, c'est une chanson qui leur rend hommage. Et simplement, nous allons essayer d'aller un peu plus loin, même beaucoup plus loin, avec quelqu'un qui connaît bien la question. Bonjour Jean-François Robinet. Bonjour André. Jean-François Robinet, vous êtes, on ne vous présente pas, vous êtes un journaliste, vous avez été pendant, on peut dire un demi-siècle, effectivement, sur tous les fronts de l'actualité, mais beaucoup, parce que je rappelle que vous êtes ingénieur agricole de formation, à Purpan, à Toulouse, hein, c'est bien ça, et que vous aviez publié pendant 10 ans la lettre verte, effectivement, sur tous ces sujets-là, et justement, c'est très bien avec vous, on va un peu prendre du recul. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2024, on en est là, et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on connaît les grandes lignes, mais quand même, on voudrait vraiment avoir votre avis sur cette espèce d'évolution quand même extraordinaire de cette France agricole, il y a encore 50 ans, hein, et qui devient ce qu'elle est aujourd'hui, où, effectivement, entre les suicides et un certain nombre de gens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté, et puis d'autres, au contraire, qui marchent très très bien, et des grosses entreprises qui marchent bien, on aimerait voir un peu plus clair. André, quitte à vous fâcher un peu, mais je vais revenir deux secondes parce que c'est lié avec les propos que vous teniez avant. Oui. Sur le journalisme et l'objectivité, si je puis dire. Je suis un vestige de l'ORTF. Oui. Tout de même. Oui. C'est-à-dire que parmi nous, il y avait des grands journalistes. On disait beaucoup que l'ORTF était lié par le pouvoir. Et là, dans la crise agricole, on a vu tous les médias qui disaient des choses souvent orientées par le pouvoir, le gouvernement, ou d'autres fois pour ne pas faire vexer les paysans, les agriculteurs. Et à l'époque, franchement, nous avions plus de liberté que nous, d'expression. Et c'est les gens, c'est l'opinion qui se faisait, son opinion, c'est le public qu'on écoutait. Oui, attendez, on va pas parler de l'ORTF, oui, mais vous aviez la ligne rouge, entre le ministre de l'Information Alain Perfit et les rédacteurs. Ne dites pas mais non, c'est vrai. Eh bien non, nous pouvions réagir. Nous pouvions réagir, quitte à être mis à pied un certain nombre de fois. Voilà. Je l'ai été, oui, mais on se battait. Ne dites pas que des gens comme Lanzy, comme De Virieux, comme Sévenot, qui était un homme de gauche, Zitrone, d'autres choses, et bien d'autres, on n'était pas, on se battait. Bon, alors je reviens. Le parangon de la liberté d'expression, on peut en reparler. C'est pour vous dire que dans le domaine agricole, c'est très difficile. Aussi complexe. On a entendu tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'on s'est joint. Tout et n'importe quoi sur toutes les chaînes, et tout le monde se mêlant de parler de l'agriculture et sachant tout dessus. L'agriculture, c'est simple. Pourquoi cette crise? Comme il y en a eu bien d'autres, c'est parce que si l'agriculteur vendait ses produits au prix qui lui coûte plus une marge, il n'y aurait pas de crise. C'est bien évident. Bien sûr. Si là ça marche et s'il peut gagner sa vie, tout va bien. Voilà. Oui, ça c'est clair. Mais depuis toujours, on essaie de faire pression. En fait, on donne des aides aux agriculteurs. Pour moi, ça a toujours été des aides à la consommation. Et je vais vous raconter une petite histoire qui se passait en 92, je crois. L'heure de vérité. Il y a 30 ans. Oui, en François-Henri de Virieux. Bien sûr. Qui un soir dit au public: en ce moment, vous êtes en train de remplir vos feuilles d'impôt. Sachez que chacun, vous allez donner, je sais plus, c'était 100, je sais plus si on n'était pas en euros. Francs. Vous allez donner 100 francs ou 1000 francs pour les agriculteurs. Le lendemain, il y avait le congrès de la FNSEA à Lyon, où il y était, moi aussi. Les syndicalistes l'ont déculotté, mis dans une bétaillère et baladé dans Lyon. Ah bon? Ça lui a fait un sacré choc, hein. Oui, parce qu'il avait dit ça. Bon, alors, les aides à l'agriculture, c'est pour vous dire qu'on est sur un paradoxe aujourd'hui, parce que le public se met contre les paysans quand il s'agit de payer, ce soit les aides ou les produits. Oui, où ils trouvent des produits trop chers, etc. Voilà. Et après, il les défend tout d'un coup, alors avec le même pourcentage, 80%, je sais pas combien, que de gens ont répondu en disant il faut l'environnement, il faut arrêter les produits dangereux, agricoles. Il faut arrêter les pesticides, oui. Voilà. Vous dire, les mêmes, enfin, ou presque les mêmes, les 80% disent oui, il faut être l'environnement, c'est les mêmes qui disent ça. Et il faut protéger les agriculteurs. Alors, alors, le fond du problème, c'est quoi? C'est environnement ou agriculture? C'est quoi le fond du problème, Jean-François Robinet? On pourrait jumeler les deux.
Dernièrement, pour un livre que j'ai écrit en ce moment, j'ai rencontré des agriculteurs dans le Loiret, et c'est un couple, ils ont choisi de ménager leurs terres, c'est-à-dire la jachère, pour eux, c'est pas un problème. Ouais. Autrefois, on faisait les assolements, on laissait reposer la terre. Là, dans un livre que j'avais écrit sur l'Europe en 72, c'était 15% de jachère pour les grandes cultures. Maintenant, c'est 4%. Bon. Mais il y avait les assolements, et ça permet à la terre de ne pas s'épuiser, etc. Bien sûr. Bon, ça, on est passé de 15 à 4, quand même, c'est donc, bien de le ces rappeler. agriculteurs dont je vous parle, eux, ils ont décidé de reprendre ces formules anciennes. Mais en même temps, ils font autre chose. Ils font des produits bio, un tout petit peu, qu'ils vendent directement sur les marchés. C'est comme ça que je les ai connus. Alors, justement, on va... Et ils arrivent difficilement, disent-ils, à gagner 2000 € par mois. Quand même. C'est ça. Oui, mais c'est tout le problème. Voilà, on va en parler. Mais non, justement, on va en parler après cette toute petite pause et on va aborder effectivement le fond du problème. Effectivement, il y a agriculteurs et agriculteurs. Je crois qu'il faut vraiment bien montrer ça. Avec Jean-François Robinet et avec vous, bien sûr, 0826 300 300 pour nous appeler. Vous êtes peut-être agriculteur qui nous écoutez. Vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours et plus que jamais avec Jean-François Robinet, qui est journaliste, ingénieur agricole, qui est spécialiste des questions agricoles. Et hors antenne, Jean-François Robinet, vous me parlez des paradoxes. Et Dieu sait s'il y a des paradoxes, effectivement, il faut en parler. Vous dites qu'à l'heure où nous parlons, il faut savoir que l'Ukraine, on a parlé du poulet ukrainien qui est en train de nous envahir avec des normes qui n'ont rien à voir avec les normes européennes en général et françaises en particulier. Mais vous dites, mais attendez, et les agriculteurs et les semenciers sont actuellement en Russie et en Ukraine et travaillent toujours en Russie et en Ukraine. Mais même en Russie avec l'embargo, Absolument. etc. Alors, racontez-nous, expliquez-nous. Quand on a vu la Russie se retourner contre les industries françaises, vous n'avez pas entendu parler d'agriculture. Non. Or, en Ukraine et en Russie, il y a des Français et des coopératives françaises qui ont racheté des firmes françaises, qui ont là-bas des surfaces énormes. Pas en propriété, en location. En location, d'accord. Très peu cher, mais parfois. des dizaines de milliers d'hectares. Des dizaines de milliers d'hectares. D'accord. Et à une époque, l'Ukraine, autrefois, c'était, avec ses terres noires, et la Russie, c'était vraiment les grands producteurs de céréales. Puis après, nous, on a beaucoup produit, ils sont laissés aller, ils ont arrêté. Et puis la France est allée là-bas. Et la France produit énormément de céréales. En ce moment même, à l'heure où je vous parle, il y a une usine de semences qui est en construction en Russie. Qui continue. Une usine française. Qui continue, française. D'accord. Les Français ont amené la technologie agricole là-bas, dans ces pays-là, et continue. Donc le blé qui vient de là-bas, souvent il est produit par des Français ou par des coopératives françaises. Coopératives, c'est aussi un paradoxe en France. Les coopératives... Alors parlons des coopératives, parce que justement, on parle des supermarchés, des coopératives et des agriculteurs. Alors les coopératives, vous dites paradoxe, oui. Les coopératives, les agriculteurs, à vrai dire, maintenant, ils sont adhérents des coopératives, c'est à eux. Mais ils savent pas vraiment ce qui s'y passe, sauf s'ils sont au conseil d'administration. Oui, les petits ne savent pas ce qui s'y passe, ça c'est clair. Encore, alors qu'est-ce qui se passe? Alors comment ça marche? Il se passe qu'elles sont des multinationales. Elles rachètent des petits privés, elles grandissent, et les privés qu'elles rachètent leur amènent des statuts de société. Ouais. Société anonyme et autres. Et avec ça, elles agissent sur les marchés. Ce que pourrait pas faire la coopérative au sens coopérative. Donc ce n'est plus vraiment une coopérative. Pas vraiment. C'est une multinationale, ou presque. C'est comme le Crédit Agricole. C'est quoi le Crédit Agricole? Au départ, ça appartenait aux paysans. Maintenant, ils sont plus actionnaires. Ils sont dedans. Ils sont membres, mais pas plus que vous ou moi quand on a un compte au Crédit Agricole, ou à peine. Et encore, ils ont beaucoup de mal à obtenir des prêts, même du Crédit Agricole. Du Crédit Agricole. C'est pas évident. Ouais. Le Crédit Agricole, c'est devenu, ça a été mutualisé, pas privatisé, mais voilà, ça a été privatisé. Oui, c'est ça. Exemple, voilà. Et c'est-à-dire que moi, actionnaire, je n'ai rien à faire à l'agriculture, j'ai autant de place ou d'importance qu'un agriculteur. L'agriculteur qui a créé tout ça, les coopératives et tout ça, et pratiquement aujourd'hui, il n'en est plus maître. Ce sont ceux qu'il a élus qui en sont maîtres. Mais alors,
Jean-François Robinet, si je vous écoute et on voit et on a parlé, il y a d'un côté effectivement les grands céréaliers, les grands propriétaires. D'ailleurs, le président de la FNSEA est lui-même patron du groupe Avril. Voilà, par exemple. Donc, est-ce qu'il reste? Posons la question brutalement et effectivement, c'est tragique. Est-ce qu'il y a un avenir pour les petits agriculteurs où ils vont être obligés soit de vendre, soit de se regrouper, soit de devenir eux-mêmes des actionnaires de multinationales? Les agriculteurs, bon, ils avaient en 72, quand j'ai écrit mon premier bouquin, la moyenne c'était 5 hectares. C'est passé à 15, et bon. Maintenant, après, en 72, la moyenne était 5 hectares. Il y a 50 ans. Enfin, ouais. Bon, maintenant, après, c'est passé en 92 à 15, à 20. Maintenant, si vous n'avez pas 50 hectares, avec 40 vaches laitières, vous ne pouvez pas vivre pour un éleveur. Alors, ça a augmenté. Malheureusement, l'équilibre, qui était une règle, l'équilibre et la solidarité de la PAC, n'a pas été tenu nulle part. Donc, les gros qui ont grossi. C'était quoi l'équilibre? La règle d'équilibre, c'était quoi? Je sais pas, moi j'ai toujours dit que 100 hectares de polyculture, 50 hectares de polyculture élevage et 100 hectares de culture un peu spécialisée, maïs, céréales surtout. Mais maintenant vous avez des fermes. Moi j'habite dans l'Abri. Les fermes ont plusieurs centaines d'hectares. Donc il n'y a pas eu d'équilibre. Donc l'avenir et la PAC va plutôt à ceux qui ont les plus grandes surfaces, soyons clairs. Disons que dans la mesure où parmi les aides, il y a des aides à l'hectare, c'est sûr que celui qui en a 1000, il touche plus que celui qui en a 20. Parce qu'il y en a encore des petits agriculteurs qui font la richesse de notre... Je voudrais vous rappeler, vous parlez du président de la FNSEA. Je vous en citer un, moi. Michel de Baptiste, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Michel de Baptiste, je l'ai connu, cet homme, il était petit paysan dans l'Aveyron, à Paladuc, près de Thiers. Ouais. Et il a raconté même à la télé des fois, je l'ai interviewé, que quand il rentrait de l'école, au CAP, puis après, parce qu'il n'a pas fait d'études, le soir, chez lui, il montait des couteaux pour Thiers. Travaillait tous les jours. Ouais. Et puis après, il est devenu leader syndical. Enfin, d'abord, il a été conseiller municipal, il n'a jamais voulu autre chose. Leader, et c'est quand même le fondateur de Yoplait et de la Sodial. D'accord. Sodimac, qui est une des plus grosses coopératives laitières françaises aujourd'hui. Mais c'était un homme très simple. Il a même été secrétaire d'État, alors président de la FNSEA. Et quand il était président de la FNSEA, j'étais allé dans sa ferme. Eh bien, qu'est-ce qu'il faisait, lui, le dimanche? Pour le village. Il prenait son tracteur et il allait entretenir les haies, les fameuses haies dont on a tant parlé. Parce qu'elles étaient utiles, elles sont indispensables. Et lui, il faisait gratuitement, bénévolement, il entretenait les pour sinon il avait peur qu'on les supprime. Voilà. Il était là sur le terrain. Il faisait lui-même ce boulot. Oui, mais ça n'a plus rien à voir avec les présidents syndicaux d'aujourd'hui. Moi, un jour, j'ai écrit dans un édito, j'ai titré ça « Les jardiniers de la nature ». Parce qu'à un moment donné, on avait fait des CTE, les contrats je ne sais plus comment, d'exploitation. C'est-à-dire, c'est Jean Glavany, ministre de l'Agriculture, qui a inventé ça. On donnait de l'argent spécifique dans ces contrats aux agriculteurs qui entretenaient en même temps la nature. D'accord. Ça a été supprimé depuis, malheureusement. Mais donc, c'est à l'agriculteur, on lui avait proposé, alors, il a pris une partie quand même de ce qu'on lui avait proposé, là, des jardiniers de la nature, si je puis dire, avec le développement touristique. Ouais. Parce que ça, c'est alors au début, ils voulaient pas, ça les vexait d'avoir des chambres d'hôtes, de recevoir, de servir les gens, ça les vexait. Il y en a encore que ça vexe, mais il y en a beaucoup qui vivent de ça maintenant. Ouais. Il faut qu'ils se diversifient. Vous voulez dire, en fait, que il faudrait inventer, qui a été réinventé, c'est ça un peu. En fait, oui, quand vous dites protection de la nature, en fait, voilà. Et alors, parlons quand même de parce qu'il y a ça, ces 2 poids, quand je dis 2 poids, les 10 poids et 10 mesures par rapport aux pesticides, le glyphosate, et puis beaucoup d'autres, n'en parlons pas, même au sein de l'Union européenne, sans parler du poulet ukrainien. Et comment voulez-vous qu'ils arrivent par rapport au prix, etc. Oui, alors le problème des pesticides actuels vient de développement durable, mais vient du moment où il y a eu les OGM, les organismes génétiquement modifiés, qui étaient développés en France. Ouais. C'était le premier pays, l'INRA et des coopératives. On oublie ça. Qui sont devenus les pelés, les galeux d'où nous vient tout le mal. Ouais. Voilà.
une boîte qui s'appelait Limagrin, qui était dans le sud, qui était énorme, qui était pionnière dans tout ça. Elle a dû partir aux États-Unis. Et les OGM servaient, personne n'a pu prouver que ça rendait malade qui que ce soit. Ce qu'on leur reproche, c'est la dissémination. C'est-à-dire qu'ils peuvent disséminer les champs autour, mais pour moi, c'est pas grave. Je peux vous expliquer pourquoi. Les OGM, vous savez ce que c'est? C'est des manipulations cellulaires. On a bien fait l'hybride maïs, personne ne dit plus rien. On est bien content de l'avoir, le maïs hybride. Il ne peut pas se reproduire, certes, mais voilà. Et donc les OGM, on change une cellule d'une plante, on le met dans l'autre, ça modifie pas complètement la plante. Ça, voilà. Vous savez, les vignobles, depuis très longtemps. On vous dit que personne n'est mort de ça, ou même a été empoisonné par cela. Personne. Et alors c'est quoi? C'est José Bové, les agriculteurs, etc. Bové, avec ses troupes, qui ont fauché. Ils fauchaient les essais. Dès que les gens faisaient des essais dans leur terre, on n'a même pas pu faire les essais jusqu'au bout. Les essais de l'INRA ont été fauchés. C'est complètement dingue, quoi. Je m'énerve un peu là-dessus parce que c'est bon. Alors, relancer l'histoire des OGM. Alors, donc les produits, en revanche, les pays qui en font. Bon, maintenant, on n'a plus de quoi nourrir nos cochons suffisamment. On fait venir du soja. Comment on a fait venir du manioc d'Afrique, quitte à affamer les Africains parce qu'on leur prenait tout leur manioc et ils faisaient plus leur culture vivrière. Et maintenant, on fait venir le soja du Brésil. Et ce soja, il est génétiquement modifié. Chez nous, on n'a pas le droit de faire. Chez nous, on n'a pas le droit de faire. Mais on importe les produits qu'on doit leur... Quand ces règles ont été arrêtées au niveau européen, il fallait carrément avoir les couilles de dire, puisqu'on n'a pas le droit de le faire, les produits, on n'aura pas le droit d'importer les produits. Mais seulement, là, les agriculteurs n'auraient pas été d'accord. C'est ça tout le paradoxe. Alors, je vais peut-être en fâcher. Parce qu'ils ont besoin pour nourrir le cochon de tous ces produits. Ouais. Parce que s'ils donnent des céréales, c'est un peu de la moins-value pour le céréal. Il va faire le vendre autrement. Voilà. Donc, effectivement, c'est ce paradoxe qui fait qu'on a besoin de céréales, mais on prend les céréales OGM, génétiquement modifiées, et nous, on n'a pas le droit. Même chose pour le glyphosate. L'autorisation en France, ces produits-là, c'est qu'on importe, là, ils ont été traités avec ça. Le glyphosate, il n'est pas interdit ailleurs, dans certains pays, du moins. Voilà. Donc, si je vous comprends bien, en fait, Jean-François Robinet, il y a une hypocrisie fondamentale dans tout ça. De tout le monde. De tout le monde. De tout ce que j'ai entendu pendant un mois sur tous les gens qui venaient s'exprimer ici et ailleurs, sur les radios, les spécialistes, les politiques, et les dirigeants agricoles, pareil. Vous voulez dire hypocrisie et Tartuffe. Chacun voit midi à 14h. Hein. Midi à sa porte. Midi à sa porte. Hein. Midi à Sud Radio. Midi à Sud Radio, absolument. D'ailleurs, on fait le midi 14h. Hein, voilà, par exactement. Oui. Merci Jean-François Robinet. Vous nous avez donné on en reparlera et on vous fera revenir, bien sûr. Mais ça donne bien, effectivement, la chose et qui fait qu'on voit très, très, très bien. On part sur les routes, on revient, etc. Il y a, je dirais, une double contrainte dans cette histoire. C'est-à-dire que on est piégé par le fait que les consommateurs veulent les prix les moins chers. Les agriculteurs ont besoin d'un certain nombre de substances. Mais alors, ce qui est extraordinaire, faites ce que je fais, mais faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, quoi. C'est ça. Comme ça, exactement. Ouais. Voilà. Merci. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. On aura sûrement l'occasion d'en parler. Merci Jean-François Robinet. Merci Jean-François Robinet d'avoir été avec nous. On marque une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve après cette page de réclame au 0826 300 300 pour réagir. Tout de suite, ça va être les perles, les huées, les bravos d'André Berkan. On va parler de drag queen d'OQTF et de Salvador. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Qu'est-ce qui est important pour les enfants de 11 ans, pour les collèges et les écoles? Qu'est-ce qui est important? L'histoire, la géographie, l'enseignement de la langue, des langues étrangères? Non. Ce qui est important, ce sont les drag queens. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Vous avez reconnu le générique des Drag Race France sur France 2. France 2, oui, absolument, une émission qui a beaucoup de succès. Le drag, pourquoi pas? Moi, j'adore les drag queens. Je me rappellerai toujours, et il a paix à son âme, il est mort, Michou, qui avait un cabaret à Montmartre, qui est toujours là.
et qui avait un cabaret de transformistes magnifique, avec vraiment un talent fou. C'est une chose, et ça, et bien vive ça, vive le spectacle, vive la fantaisie. Mais alors, quelque chose d'intéressant, on a vu, c'est une annonce d'un stage drague qui casse les codes. Ah bon, un stage drague qui casse les codes. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Tiens, on fait, maintenant les drag queens ont besoin d'aller en stage, qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, c'est organisé à destination des enfants, c'est-à-dire dès 11 ans, par une MJC de Mérignac pendant les vacances scolaires. Voilà, des locaux prêtés par la ville de Mérignac et des bénévoles de financement public de la CAF, le département de la Gironde, la mairie, je rappelle combien? 300 000 € en 2022. Eh bien, une des maisons des jeunes de la culture organise régulièrement des activités à destination du jeune public. Ben, c'est très 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 bien. Et voilà, il y a un peu de tout. Et en fait, on voit que parmi les disciplines, il y a un stage d'éducation pour les dragues. Alors, est-ce que ça veut dire... Est-ce qu'on veut amener les enfants à devenir des drag queens? Non, pas du tout. Mais voilà, il faut effectivement... vous savez, c'est toujours regarder derrière, c'est évidemment le woke, le genre. Il faut casser les stéréotypes. Vous voyez, c'est très très important. Comment jouer, etc., etc. Voilà. Alors pour l'enfant, on peut dire, c'est pas grave, il y a 4 enfants inscrits et 4 en attente. Alors donc, âgés de 11 à 15 ans, ces jeunes pourraient encore voir leur rang grossir, parce que c'est pour l'été, les inscriptions sont ouvertes. Alors, quelques voix, quelques grincheux se sont élevés en disant: est-ce que vous croyez qu'à 11 ans, c'est un âge pour apprendre à marcher sur des talons et faire une performance drague en baignant dans ce milieu-là fait de décolleté, de maquillage à outrance? Les drag queens appartiennent à un monde d'adultes, voilà, dit une association de Paris-Vigilance. Voilà, bon, écoutez, vous exagérez, pourquoi pas à 11 ans, on marcherait pas sur des talons aiguilles, on ne se maquillerait pas? Ben, je vais vous dire, en fait, le problème, s'il y avait que ça, c'est bien. Mais quand on sait que derrière, il y a aujourd'hui, en France, et pas seulement en France et dans le monde, on permet, et oui, il suffit d'autorisation d'un seul parent, aux enfants de commencer à prendre des bloquants pour changer de sexe, des enfants de 10, 11, 12 ans, là est la question, là est la forêt que cache l'arbre de cette espèce d'initiation au drag. Attention, il faut quand même savoir où on va, ce qu'on fait, et qu'au moins ça soit fait dans la transparence la plus totale. Et comme dit très 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 bien le direction de la sorte d'antenne girondine des AFC, Rémi Corbier, il dit: écoutez, quel message voulez-vous transmettre aux jeunes? Pensez-vous qu'à 11 ans, les enfants soient capables de se construire en pleine liberté de conscience? Cet atelier correspond-il à une demande de parents, premier éducateur des enfants? Voilà, alors la mairie de Mérignac dit que les associations sont libres de leur programmation et n'expriment pas de position particulière. Et il est là le blas qui blesse, c'est qu'au fond on peut proposer, oui bien sûr, mais moi je voudrais faire un stage pour que les enfants apprennent à devenir par exemple des arbres, hein, je veux dire voilà, ou peut-être des chèvres, apprendre le comportement des chèvres, ou des chats, ou des chiens. Il faut quand même savoir ce qu'on veut, et je crois qu'il y a, encore une fois, autant quand vous êtes des adultes consentants, quand vous avez la liberté c'est cognitif, hein, les âges ont tous leur évolution. Eh bien, tout va bien. À ce moment-là, vive la liberté. Mais avant, on ne peut pas laisser l'enfance en proie à n'importe quelle manipulation, de part et d'autre, hein, d'ailleurs, que ce soit en proie à la maltraitance de parents lamentables ou en proie à la manipulation de gens qui ont vocation à genrer, et j'en réponds, mais j'en réponds de quoi ? Donc franchement, il faut arrêter un peu, il faut qu'il y ait des règles. Vous savez, les jeux, c'est très bien, mais jeux de genre, jeux de vilain, s'il n'y a pas de règles. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et Léo Ferré, il y en a marre. Oui, il y en a marre. On va en parler de tout cela d'ailleurs d'ici quelques minutes avec Bertrand Saint-Germain, prendre les armes ou rendre les armes. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir? Simplement ceci. Un homme armé de 2 lames de cutter s'est introduit avant-hier dans l'enceinte d'une école
maternelle du 12e arrondissement, je dis bien école maternelle du 12e arrondissement, vers 9h du matin. Il avait dérobé un jeu de clé qui lui a permis d'accéder à l'école autour de laquelle il rôdait depuis un moment. Eh bien, le personnel d'établissement, ils ont appris ça, ils ont confiné la trentaine d'élèves dans un gymnase, je rappelle, école maternelle. Hein. L'homme est alors monté sur une terrasse et a tenté de s'attaquer à la baie vitrée. Bon, les policiers, heureusement, il y avait un policier qui n'était pas d'ailleurs armé, qui n'était pas en tenue, qui a neutralisé l'individu et heureusement, ensuite, il a pu commencer et puis une dizaine de policiers sont arrivés. Il a fallu effectivement se battre à 10 pour que l'homme se criait et se débattait. Voilà, donc coup de taser, coup de taser. Alors l'homme a été placé en garde à vue. On apprend qu'il avait fait déjà oblé, il était en situation régulière. Alors, ça fait que la 400e fois, si on parle de tous les attentats, de tous les incivilités, de tous les tabassages, de toutes les agressions. Il est de nationalité tunisienne et surtout, il avait fait déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Vous savez, quand on dit OQTF, aujourd'hui, on rit. Et oui, on ne ricane plus, on rit. Obligation de quitter le territoire français. Combien vous entendez pratiquement tous les jours que quelqu'un qui avait OQTF, et on avait promis que 100% d'OQTF serait exécuté, il n'y en a que 6%, et voilà. Ça s'appelle comment ça ? Comment on peut appeler ça ? Comment on peut appeler cette espèce de... C'est même plus de la passivité, quoi. C'est, bon, écoutez, bon, c'est pas grave, hein. Il faut s'habituer à vivre avec les OQTF. Il faut s'habituer à vivre avec le cutter. Il faut s'habituer à vivre avec le couteau. Il faut s'habituer à vivre à tout ça. Parce que pour les gens qui laissent faire, bon, ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive qu'aux autres. Alors écoutez, oui, c'est très désagréable, nous en être très fermés. Et les autres. Et quand ça vous arrive à vous, alors là, il vous reste effectivement vos yeux pour pleurer, ou peut-être, pour réagir. Sud Radio Berkov dans tous ses états. National de quel pays ? Et c'est l'hymne national du Salvador. Alors pourquoi je vous parle du Salvador ? Effectivement, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce pays fasciste et réactionnaire ? Oui, c'est vrai. Je ne sais pas s'il est fasciste et réactionnaire, mais le président du Salvador vient de remporter une victoire énorme à l'élection présidentielle de son pays dimanche dernier. Dimanche dernier, il a obtenu à la sortie des urnes 87% des voix. Nayib Bukele, 87% des voix. Et l'Institut Gallup a souligné n'avoir jamais observé un écart de cette ampleur lors d'une élection. Voilà. Alors Nayib Bukele, lui, il dit je suis heureux que les gens aient voté comme ça. Alors pourquoi Nayib Bukele, le président du Salvador, a eu cette espèce de vote massif que rêverait n'importe qui, en tout cas dit en démocratie? Eh bien parce qu'il a eu une politique sécuritaire impitoyable. Oui, on parlait de ce qui s'est passé à l'école, et je n'ai pas parlé de la gare de Lyon et tout le reste. Eh bien voilà, c'est très simple. Un chiffre montre l'efficacité de sa politique. Le nombre d'homicides au Salvador était de 87 pour 100 000 en 2019. 87 pour 100 000 homicides. Année de son accession au pouvoir. Aujourd'hui, il est de 2,4 homicides. Il est passé de 87 pour 100 000 à 2,4 pour 100 000. Vous savez, c'était les gangs du Salvador, les narcotrafiquants, raquettants, assassinats, avec vraiment un climat, et tous ceux qui étaient allés au Salvador le savaient, c'était pire que le Nigeria, c'était pire que tout, c'était pire que les guerres, c'était pire que l'Ukraine. Les gens n'osaient pas circuler, ils étaient, démembrement, décapitation, etc. Circuler dans la rue de Salvador, c'était pire que n'importe quelle jungle, etc. Alors qu'est-ce qu'il a fait lui ? Eh ben c'est très simple. Il a procédé, il est arrivé à 75 000 arrestations. Depuis, effectivement, 2022, il a fait construire des méga-prisons qu'il appelle centres de confinement du terrorisme. Aucun avocat ne peut entrer dans cet établissement. Évidemment, c'est pas très démocratique, tout ça. Aucun contact n'est possible avec l'extérieur. Mais les résultats sont là. Les résultats sont là, et donc la population salvadorienne a montré sa reconnaissance en revotant à une très large majorité, encore une fois 87%, pour ce jeune président de 42 ans. Voilà. Alors on peut dire, oui, mais ça c'est vraiment du terrorisme, c'est de l'autocratie, c'est de la dictature.
Peut-être, mais est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas se poser des questions? Évidemment, il ne s'agit pas de la France, il s'agit du Salvador. Mais quand même, est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions de savoir si, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, c'est en dehors des déclarations où il faut s'habituer à vivre aux fleurs, aux chansons, aux bougies, etc. Peut-être que si l'on agissait peut-être un peu de manière plus... je dirais plus rigoureuse, peut-être que ce soit pour l'OQTF et autres, peut-être qu'on obtiendrait des résultats, peut-être qu'il y aurait moins de familles qui pleureraient moins de victimes, peut-être, mais on peut en tout cas se poser la question. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve après les infos de 13h pour le face-à-face avec André Berkoff. A tout de suite sur Sud Radio. Et puis bien sûr 0826 300 300 pour réagir. Ne bougez pas, on revient dans un instant. De Fourvière à Montplaisir, de la Cité internationale à Gerland, du parc de la Tête d'Or à Saint-Just, depuis le sommet de Fourvière, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. 13h04 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. André Berkoff, vous recevez aujourd'hui pour ce face-à-face Bertrand Saint-Germain qui vient nous voir pour ce nouveau livre, Prendre les armes avec le P entre parenthèses aux éditions Le Paul Marc. Bonjour Bertrand Saint-Germain. Bonjour. Alors, prendre les armes ou rendre les armes? Vous avez mis effectivement le P entre parenthèses. Bertrand Saint-Germain, vous êtes conseiller en stratégie juridique. Et vous avez écrit un livre très polémique, mais très passionnant, pour une raison très simple. Vous êtes le premier, enfin à ma connaissance en tout cas, qui parlait en profondeur et en abordant tous les domaines de, effectivement, le citoyen a-t-il le droit, le citoyen, d'avoir accès aux armes, on en discute depuis d'ailleurs, depuis des siècles, puisque vous en avez parlé historiquement, depuis quand, qu'est-ce que c'est? Et vous en avez parlé du point de vue juridique, entre la France, les pays européens, les États-Unis, bien sûr, où je rappelle que l'accès aux armes est absolument permis par le deuxième amendement de la Constitution américaine. Comme par hasard, le premier, c'est sur l'inviolabilité de la liberté d'expression, et le second, c'est sur les armes. Et alors, moi, je voudrais que vous rappeliez, Bertrand Saint-Germain, que une certaine déclaration des droits de l'homme de 1789 dit quels sont les droits imprescriptibles de l'homme, de la femme et du citoyen. Merci André de votre invitation. L'article 2 de la déclaration de 1789 est très simple. Il annonce 4 droits naturels. Premier, imprescriptible, c'est la liberté, la sûreté, la propriété et la résistance à l'oppression. Il avait été question dans les débats révolutionnaires de garantir que l'homme puisse avoir une arme. Mirabeau avait proposé cet article comme aux États-Unis. On lui a dit non, c'est pas la peine parce que c'est évident. Parce que la résistance c'est pour ça qu'on lui avait dit, oui. Parce que la résistance à l'oppression veut dire que nécessairement, vous devez pouvoir accéder à une arme pour vous protéger. Alors justement, et puis aujourd'hui, la situation, on la connaît, et c'est très intéressant parce que vous posez le problème, effectivement, de la sécurité et du sentiment d'insécurité, dont nous abreuvent un certain nombre de politiques. Et au fond, vous racontez, c'est très intéressant dans votre livre, encore une fois, à ma connaissance, le premier du genre, que cette histoire, des armes, d'abord, effectivement, les armes, l'homme, le préhistorique avait déjà sa massue, sa hache, etc., quoi. Oui. Donc, et vous dites que pendant très longtemps, et rappelez, les philosophes, les penseurs ont légitimé cela. Ah oui, ils l'ont tous dit. De Aristote jusqu'à Voltaire et Rousseau, tout le monde explique qu'il est naturel que l'homme puisse se défendre et dispose d'armes pour cela. Si on le fait très rapidement, il y a des raisons, il y a 3 grandes raisons qui se réunissent. D'abord, c'est la liberté collective. On doit pouvoir prendre des armes pour défendre son groupe, sa cité, son pays, son peuple, s'il est attaqué. Oui, bien sûr. Il y a la légitime défense individuelle. Cicéron a des pages très nettes là-dessus. Il explique que c'est un droit qu'on tient de la nature même. Si on est attaqué, on se défend. Donc il faut des armes pour cela. Et la 3e raison, qui est déjà présente chez Aristote, qu'on retrouve dans la philosophie des Lumières, c'est la résistance à la tyrannie. C'est qu'un État sans limite peut faire n'importe quoi. On l'a vu à différentes reprises dans l'histoire.
Et un des moyens qui soit confronté à des limites, on se souvient du mot de Montesquieu, c'est une vérité éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Eh bien, la limite que peut rencontrer le gouvernant, ce sont des citoyens armés. C'est ce qu'explique Aristote, c'est ce qu'on retrouve dans le 2e amendement américain. Et avant qu'on nous accuse d'être des partisans de l'armement à outrance, je rappellerai quand même, c'est toujours intéressant ça, que nos 2 chants les plus célèbres en tout cas sont d'abord notre hymne national, la Marseillaise, et que dit la Marseillaise ? Aux armes citoyens, je veux dire, formez-vous bataillons, etc. Et l'autre, le chant des partisans, sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades, ohé le saboteur, à la balle et au couteau, tuez vite, enfin bon. C'est quand même un sacré paradoxe que nos 2 chants les plus, enfin, l'un, l'hymne national, et l'autre, bon. Alors, vous allez me dire, oui, mais Bertrand Saint-Germain, on va vous dire oui, très bien, mais enfin l'heure n'est plus à ça, ce sont nos chants, et aujourd'hui quand même, il y a une civilisation, c'est civilisé, on ne peut pas permettre à n'importe qui, effectivement, de prendre les armes pour n'importe quoi, mais ce n'est pas, effectivement, vous expliquez, alors, comment effectivement montrer aux gens qui disent oui, mais vous comprenez, si on donne des armes comme ça, n'importe quel déséquilibré, eh bien, va s'en emparer pour n'importe quoi. Alors je vous dirais d'abord que l'actualité nous montre tous les jours que les déséquilibrés accèdent aux armes. Donc bon, après... Et les Kalachnikov, il y en a beaucoup, hein. Voilà. Il y a un exemple très simple, on va pas partir en Amérique, on va tourner les yeux vers nos voisins, c'est la Suisse. La Suisse est le 3e pays qui dispose le plus d'armes au monde au regard de sa population. Il n'y a pas des tueries quotidiennes en Suisse. Ah oui, vous dire les Suisses sont en Europe les citoyens les plus armés. Tout à fait. Ouais. Les Suisses qui font leur service militaire, qui va s'étaler sur 7 ou 8 ans, avec des périodes militaires, 4 mois d'abord, et puis ensuite 3 semaines tous les ans, ils ramènent leur fusil d'assaut à la maison. Bon, ils n'y sont pas obligés, mais ils peuvent le faire. Bien sûr. Ils le ramènent à la maison. Vous croisez dans le tramway, dans le métro, des gens avec le fusil d'assaut à l'épaule, qui rentrent d'une période militaire ou qui vont tirer, parce que les militaires suisses ne tirent pas pendant leur période militaire. On leur demande d'aller au club de tir du village et de tirer. Et de s'entraîner, voilà. Oui, d'accord. Et la Suisse n'est pas endeuillée par des tueries quotidiennes. Alors justement, d'accord, mais en même temps, comment établir, parce que la France n'est pas l'Amérique, alors l'Amérique, vous rappelez effectivement... La tradition, d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous citez Emmanuel Macron par rapport au Far West. Vous savez, quand il dit, oui, mais attendez, nous, on va pas faire ça. La France n'est pas le Far West, hein, bien sûr. Et il a pas tort de ce point de vue-là. Mais comment, justement, arriver à un équilibre? C'est-à-dire que vous dites, à partir du moment, enfin, votre thèse, entre autres, à partir l'État n'assure pas la sécurité des citoyens parce qu'il a le monopole de la violence, oui, mais l'État peut vous répondre, on peut même être un policier derrière chaque maison, chaque famille. Non. Alors, le point de départ, il est assez simple. Effectivement, l'État a assuré à lui, au nom du monopole de la contrainte physique légitime, il assure la sécurité. C'est la raison d'être du pacte social. On renonce à se faire justice soi-même, à se défendre soi-même, sauf la légitime défense, et l'État le fait. Simplement, à un moment donné, si l'État n'arrive plus à assurer cette mission au quotidien, il devient illégitime qu'il empêche ceux qui le souhaitent de pouvoir le faire. Il ne s'agit bien évidemment pas de distribuer des armes à n'importe qui. Il y a des expertises psychiatriques, un suivi médical, vérifier que la personne dispose de compétences théoriques et pratiques, il y a un examen. Et si ces éléments-là sont validés, on peut tout à fait envisager, à l'image de la Suisse, qu'un citoyen qu'il souhaiterait puisse avoir des armes. Alors ensuite, il faut bien sûr réfléchir à la typologie des armes. Sans doute pas toutes les armes, il y a un certain nombre d'armes de défense. C'est ça. Enfin, en tout cas, que ce soit réglementé, encadré, etc. Alors justement, je voudrais qu'on remonte, je vais vous citer, enfin, je cite ce qu'il y a dans votre livre de ce point de vue-là. Vous dites ceci, hein, c'est qu'intéressant de voir, vous rappeler que de 14 août 1885, là on parle de la France, à 1939, juste à la veille de la Seconde Guerre mondiale, vous dites que les tout particuliers
jouissant de ses droits civils, corrigez-moi si je me trompe, c'est ça, civiques et de famille, pourra posséder des armes et munitions de guerre ou de tir ou de guerre, de 1884 à 1939. Voilà. Ouais. Oui, c'était pas il y a très longtemps. Qu'est-ce qui a arrêté ça alors ? Alors les forces de police et le gouvernement n'ont jamais vu ça d'un très bon œil. Déjà cette loi, c'est le Parlement qui l'impose au gouvernement à l'époque. D'accord. Et la Troisième République. Quoi. Voilà. Ouais. Et à partir des années 20, il y a quantité de mesures qui sont faites pour essayer de limiter cela. On n'y parvient pas totalement. Et puis on est à la veille de la guerre. Et on profite des circonstances, de l'arrivée, de la crainte de la guerre. Daladier prend un texte qui interdit la possession d'armes. On passe d'une liberté absolue à une interdiction absolue, ouais. Avec des dérogations pour les chasseurs, etc. Mais on interdit. Et juste après, Vichy arrive, ça. Et là, Vichy, avec les Allemands, interdisent les armes, demandent qu'on vienne les délivrer, les rendre en préfecture. On se sert ici ou là des fichiers qui avaient été imposés pour savoir qui dispose d'armes ou pas. Ah oui, bien sûr. Ce qu'avaient déjà fait les Allemands en Allemagne. La loi du 3 décembre 1942 de Vichy. Voilà. Ça. Et bien sûr, à la Libération, le régime restrictif qui a été mis en place en 1939, il est maintenu. Et depuis cette date, en France, il est interdit d'avoir des armes. C'est ça, depuis cette date. Voilà. Ouais. Et il y a des dérogations qui sont faites. Mais le principe, c'est l'interdiction d'avoir une arme, avec des dérogations pour les chasseurs, les tireurs sportifs, les collectionneurs. Mais c'est une interdiction assortie de dérogations. Et alors, et aujourd'hui, nous sommes toujours... Voilà. Totalement. Et alors, qu'est-ce qui fait que effectivement aujourd'hui, on entend beaucoup de citoyens, etc., qui disent oui, mais écoutez, on n'est pas défendu. On a eu des témoignages ici même dans cette émission et à Sud Radio. Ils disent écoutez, nous, on peut pas continuer comme ça. Si c'est comme ça, moi, je vais prendre le droit de me défendre quand je suis cambriolé, quand je suis, etc. Alors. Là déjà, on est dans un cadre très particulier. On sait que si on est agressé chez soi, spécialement de nuit, on est dans une hypothèse de ce qu'on appelle la légitime défense privilégiée et on est tout à fait fondé à se défendre si quelqu'un rentre chez vous la nuit. Ça, la loi le permet. Hein, la loi le permet. D'accord. C'est une légitime défense qui est présumée. Ensuite, tout dépend évidemment des circonstances. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin. On voit quantité d'affaires, des gens sont agressés chez eux. Et il faut avoir les moyens de se défendre. On n'est pas toujours en situation, effectivement, qu'il y ait un policier au coin de la rue. C'est d'ailleurs peut-être sans doute pas souhaitable. Et la solution n'est sans doute pas les téléalarmes. C'est de pouvoir, pour ceux qui le veulent, en tout cas, pas disposer des moyens de défendre leur famille. Comme vous le dites. On va continuer à en parler après cette petite pause. Avec vous, Bertrand de Saint-Germain, effectivement, prendre les armes, vraie question, et on attend effectivement vos réactions, auditeurs de Sud Radio. Peut-être vous voulez témoigner, ou peut-être vous voulez réagir à ce que dit notre invité Bertrand Saint-Germain aujourd'hui. 0826 300 300 pour nous appeler. Emmanuel Galasso vous attend au standard. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. Je remercie Sud Radio de pouvoir donner la parole aux Français sans les couper, en ayant d'autres avis. Et ça, vraiment, c'est la seule radio en France qui puisse le faire. Donc je tiens à le souligner. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Faut-il, en cette période où effectivement l'insécurité n'est plus vraiment un sentiment et tout le monde le sait, faut-il prendre les armes? Faut-il avoir le droit, évidemment, après contrôle très précis et évidemment de façon extrêmement sélective, avoir le droit d'avoir des armes et pour se protéger? Ou pas, c'est le sujet central de ce livre, en tout cas passionnant, de Bertrand Saint-Germain, prendre les armes ou les rendre. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, en 2022, le gouvernement français a demandé qu'on ramasse toutes les armes, effectivement, et parce que, Emmanuel Macron avait parlé, on ne veut pas devenir le Far West, et on va parler des États-Unis. Mais je rappelle quand même qu'on est dans ce climat où le pédopsychiatre Maurice Berger, qui a écrit ce livre formidablement bien reçu sur la violence gratuite en France, il disait ceci, et il dit ceci, c'est le constat, toutes les 2 minutes, une plainte est déposée en France, toutes les 2 minutes.
pour des violences gratuites, c'est-à-dire des agressions physiques sans raison apparente, pouvant aller jusqu'au meurtre pour un simple regard, un simple refus de cigarette. Tout citoyen peut y être confronté. Ça, c'est hélas, la réalité des faits. Alors, effectivement, on vous dit oui, d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez quoi ? Vous voulez faire comme aux États-Unis ? Alors, parlons des États-Unis un peu, où effectivement, la vente d'armes est plus que permise, plus que tolérée, permise, etc. Ça dépend des États, bien sûr. Mais on dit, regardez les tueries de masse aux États-Unis, et c'est vrai qu'il y en a eu des tueries de masse aux États-Unis. Alors, regardez, c'est pas possible, vous voulez pas que la France devienne les États-Unis. Alors, Bertrand Saint-Germain. Tout à fait. Simplement, déjà, quand on parle des États-Unis, peu de gens connaissent vraiment les États-Unis. Quand on parle des USA, le premier point, c'est qu'il n'y a pas de législation fédérale en matière d'armes. L'État fédéral n'a pas de compétence sur la question. Ça relève aucune. Non. Ouais. Il a réussi à développer des réglementations sur la liberté de circulation, liberté du commerce. D'accord. C'est tout. Donc ce sont les États qui font leur propre législation. Et on a des législations qui peuvent être extrêmement restrictives et d'autres qui peuvent être beaucoup plus souples. Simplement, quand on regarde le détail de la criminalité américaine, de ces tueries de masse. Alors une tuerie de masse, je rappelle, c'est 4 victimes suivant la règle des 3 unités du théâtre classique. Unité de temps, de lieu, d'action. Et 4 victimes. 4 victimes en même temps, c'est ça. C'est déjà tuerie de masse à partir de 4 victimes. D'accord. Bien, alors, on a eu à peu près 150 tueries de masse depuis 45 ans aux États-Unis, depuis 1980. L'État qui connaît le plus de tueries de masse, c'est la Californie, le Golden State. Il y a 20% des tueries de masse pour un État qui ne connaît que 12% de la population. Or, la Californie est l'État américain où la législation est la plus stricte sur l'accès aux armes. Même chose pour l'État de New York. Par rapport aux autres États américains. Par rapport aux autres États. Donc, les États les plus stricts sont ceux qui connaissent le plus de ces tueries. Donc, c'est pas un lien direct entre l'accès aux armes et les tueries. Alors, il y a ce phénomène-là, mais les tueries de masse, on les connaît en France, elles ne sont pas étudiées en tant que telles. Mais à quelques centaines de mètres de vos studios, à Nanterre, il y a quand même eu 30 victimes dans une tuerie, lors du conseil municipal de Nanterre, avec Richard Hearn. Mais en France, en Europe, elles ne sont pas référencées comme telles. Et puis vous parlez des attentats, la promenade des Anglais à Nice, on peut rappeler Mohamed Merah, on peut rappeler les équipées sanglantes, Bataclan, Charlie Hebdo, etc. Ouais. Et dans un certain Ce sont des tueries de masse. Oui. Ouais. Et c'est vrai que pour le criminel, le délinquant, qui est bien sûr un déséquilibré, mais savoir qu'en face de lui, il peut croiser des gens armés qui vont riposter, ça a tendance parfois à lui remettre du bon sens psychologique et un peu moins de déséquilibre. Voilà. Si l'on sait que les gens en face de nous sont amenés ou peuvent se défendre, il y a effectivement une réticence au passage à l'acte. Et on a vu plusieurs cas de tueries de masse aux États-Unis où ce sont des citoyens armés eux-mêmes qui ont désarmé le tueur. Et sur ces tueries de masse, il faut rappeler une autre chose, les tueries de masse n'ont pas lieu dans les écoles. La moitié des tueries de masse ont lieu à l'endroit, sur le lieu de travail. Il y a eu dans les écoles. Il y en a eu. Et la moitié de ces tueries ont lieu, interviennent sur le lieu de travail. Ce qui en dit beaucoup sur l'atmosphère du travail américain. Il y a de gros problèmes. Ce sont des jeunes hommes, à 99,5%, qui souffrent de problèmes psychiatriques pour les 3/4 d'entre eux. Parfois avec des armes volées, et souvent une grosse dépendance aux stupéfiants. Ce sont des éléments qui sont acquis. Qui jouent. Et on retrouve ces mêmes phénomènes partout dans le monde. Y compris chez nous. Et alors justement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, et vous avez regardé aux États-Unis, en Europe, c'est un peu la même chose par rapport. Je ne parle pas de la Suisse que vous avez évoquée, mais est-ce que les autres pays sont un peu comme la France dans la même situation, les pays européens, en termes de réglementation sur les armes? Oui. Et en termes de tuerie, en termes de réglementation sur les armes, le modèle européen classique, en dehors de la Suisse et de la République tchèque, c'est un principe d'interdiction d'accès aux armes, assorti de dérogation. La République tchèque et la Suisse, eux, sont sur un régime d'autorisation d'accès sous condition. En ce qui concerne les tueries, oui, on en trouve partout en Europe. Beaucoup en Allemagne, énormément en Allemagne, plusieurs en Angleterre. Mais vraiment, l'Allemagne en a eu beaucoup. La France, on en compte au moins une quinzaine depuis 20 ans.
avec souvent des moyens plus artisanaux. On n'est pas sur des fusils d'assaut à il y a du chargeur couteau à grande même, capacité. On a eu le couteau. Mais ce sont des choses, simplement, en France spécialement, et en Europe, ce n'est pas référencé. Aux États-Unis, vous avez plusieurs banques de données qui permettent à tout un chacun d'analyser ce qui s'est passé, qui vont aller très loin, qui nous indiquent les médicaments que prenait la personne, ses troubles psychologiques, sa situation familiale, comment s'est passée la tuerie, etc., etc. En Europe, vous n'avez pas ça. Donc il faut éplucher les rubriques de ce que j'ai fait, la rubrique des faits divers, pour aller chercher qu'est-ce qui s'est passé, qui était la personne, qu'est-ce qui lui est arrivé, etc. On n'a pas cette étude globale. Et d'ailleurs, en France, aujourd'hui, il n'y a aucune étude universitaire sur les tueries de masse. Vous avez trois. Il n'y en a pas. Ouais. Non, il y a eu 3 thèses en psychiatrie qui ont abordé la question, c'est tout. Alors, j'appelle à vous, auditeurs résistants Sud Radio. Faut-il prendre les armes ou rendre les armes ? 0826 300 300. Dites-nous ce que vous en pensez, parce que c'est un vrai problème qui est posé. Il ne s'agit pas, nous ne prenons pas parti. Nous écoutons et nous avons lu la thèse de Bertrand de Saint-Germain, en tout cas qui est un constat. Bon, lui, il prend parti. On va lui demander pourquoi. Mais c'est très intéressant ce qui se passe dans le monde, dans une montée effectivement de l'insécurité et de la violence. Comment faut-il se défendre ? Et est-ce que comment l'État aussi peut recouvrer ses droits. Encore une fois, n'oublions jamais que s'il a la violence légitime par la police et par l'armée, c'est parce qu'il est chargé, qu'il est sommé, qu'il est obligé de nous protéger. Ça fait partie de ses tâches fondamentales. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Bertrand Saint-Germain, prendre les armes avec un P entre parenthèses, ou rendre les armes comme on nous l'a demandé en 2022. Mais dites-moi, en fait, on pourrait vous dire, mais attendez, vous partez, parce que vous dites à la fin, je vous cite, et on va en parler, vous dites à la fin ceci, je lis votre dernier paragraphe. Alors qu'aujourd'hui l'État ne parvient plus à assurer la sécurité des citoyens, il conserve paradoxalement la faculté de les priver de la possibilité même de se défendre. Et on se souviendra longtemps que la demande des sénateurs Charb, je parle des Charb de Charlie Hebdo bien sûr, cible désignée des terroristes islamistes, de pouvoir porter une arme, c'est vrai qu'il l'a demandé au regard des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, avait été refusée par l'administration. La preuve des risques auxquels il était exposé sera cruellement apportée quelques mois plus tard par son assassinat. Dans la mesure où l'État ne respecte plus l'obligation qui est la sienne d'assurer la sécurité collective, il est plus que temps pour les citoyens de reprendre leur droit naturel à se défendre. Il faut prendre les armes, écrivez-vous. Alors vous dites, il faut prendre ces armes. Droit naturel à se défendre. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'autres alternatives, à votre avis, Bertrand Saint-Germain ? Il y en a sans doute un certain nombre. Il y a l'hypothèse de la non-violence pour ceux qui le veulent. On peut rendre les armes. Simplement, si l'État n'assure plus ou plus suffisamment ce qui est sa raison d'être, il est illégitime qu'il cherche à empêcher ceux qui le souhaitent de se défendre eux-mêmes. Voilà, la clé, elle est là. L'exemple de Charb que vous rappelez est quand même assez intéressant. Alors, Charb souhaitait pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle dans la langue populaire un port d'armes. Mais il avait des gardes, il avait des policiers qui le suivaient, comme vous le savez, comme beaucoup d'autres. Voilà, justement, il ne voulait pas avoir ses gardes du corps, et il considérait qu'étant tireur sportif, il pouvait lui-même assurer sa défense. À tort ou à raison. Simplement, on lui a refusé cette faculté. Voilà, en estimant qu'il n'avait pas assez de risques qui s'imposaient à lui. Typiquement, la loi prévoit cette possibilité, dans les faits, elle est accordée à moins de 10 personnes par an. C'est ça. Voilà, moins de 10 personnes par an. Oui. Et on n'a jamais vu, et si on vous le refuse, il n'y a jamais eu une décision de justice qui mette un désaveu à l'action du ministère de l'Intérieur en disant si
il faut... Disons qu'un Charb ou un autre qui dirait « mais moi je veux des armes », la justice lui dit pas « non, le ministère a tort, l'État a tort, c'est vous qui avez raison ». Voilà. Et Charb avait des armes, il avait le droit d'en avoir. Il demandait l'autorisation de les porter parce sur lui. Parce qu'il était tireur sportif. Voilà. Ouais, c'est ça. Il demandait l'autorisation de les porter, de les transporter. Ouais. En eu égard aux menaces qu'il avait eues, etc. C'est ça. Et c'est quand même archétypal d'une situation qui n'est plus acceptable, dans mon sens. Ouais, je comprends. Et écoutez, ce livre vient de paraître et c'est pour ça que c'est très intéressant, en tout cas, d'en parler et de dire ce que vous en pensez. Est-ce que nous avons déjà alors oui, on va les avoir. Simplement, Bertrand Saint-Germain. Vous avez mis du temps, vous avez fait en tout cas une très grosse enquête, effectivement, encore une fois historique et tout. Juste un mot. Pourquoi ne parle-t-on pas du tout de tous ces penseurs et artistes que vous citez, depuis Thucydide, bien avant Jésus-Christ, jusqu'à Montesquieu et beaucoup d'autres? C'est vrai qu'on ne les cite jamais dans ce domaine. Parce que c'est gênant, je crois. C'est gênant de rappeler qu'avec toutes leurs différences, qu'il s'agisse d'Aristote, de saint Thomas, de Hobbes, de Locke, de Rousseau, de Montesquieu, de la philosophie anglaise. Le Bill des droits anglais de 1689 écrit noir sur blanc que un siècle avant la Révolution française. Voilà, et un siècle avant le deuxième amendement américain, il dit noir sur blanc que les Anglais ont droit à posséder des armes. Il est d'ailleurs précisé que ce sont les Anglais protestants. On est au moment de leur guerre de religion. Mais voilà, donc on a cette constance de tous les penseurs, de tous les philosophes qui disent que oui, le citoyen c'est un être de raison, il fait pas n'importe quoi, c'est sur lui que repose la cité, il doit avoir les moyens de défendre la cité, de se défendre. Il y a une seule discussion qui pourrait être faite, c'est pas le principe de l'accès aux armes, ce sont les modalités. Parce que Aristote écrit au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les armes dont il défend le port, c'est la dague, la lance, les flèches. Ouais. Pour Hobbes et Locke, on est au XVIIe, XVIIIe siècle, on a des fusils, des pistolets à un coup. Alors, est-ce qu'on peut appliquer strictement la pensée des philosophes avec des fusils d'assaut, avec un chargeur à grande capacité? Avec une fusée RPG et un missile solaire. Certainement pas. Mais là, on est sur les modalités, on n'est pas sur le principe. C'est ça. Voilà, et là-dessus, je crois que ces philosophes nous parlent encore aujourd'hui. On a Beccaria. Beccaria est un juriste, le premier pénaliste, l'inventeur de la criminologie moderne. Il dit qu'il faut des moyens de prévention plutôt que de sanctions. Il est très moderne. On est en 1750. Qu'écrit Beccaria? Il explique que c'est une fausse bonne idée que d'interdire le port d'armes. Il dit parce que de toute façon, les criminels ne respecteront jamais ces lois. Les criminels ont des armes par essence. Voilà. On va désarmer les honnêtes gens et on va les livrer, finalement, les mains liées au couteau du scélérat. C'est ce qu'écrit Beccaria en 1750. On y est. Avant de prendre les auditeurs, Bertrand Saint-Germain, on a une question sur le web qui nous dit, pour les armes de défense, entre guillemets, est-ce qu'une bombe lacrymogène ou un taser, c'est considéré comme une arme? Alors oui, tout à fait, ça rentre dans les armes de la 4e catégorie D, c'est une arme. Et de toute façon, la loi est bien faite, même ce qui ne serait pas une arme est peut-être considéré comme arme par destination, parce qu'on l'utilise comme une arme. C'est ça. Donc une batte de baseball n'est pas une arme, mais utilisée peut être considérée comme une arme. La bombe lacrymogène, la grenade lacrymogène, le port et le transport, on a le droit de les acheter, on a le droit de les avoir chez soi, mais le port et le transport sont interdits. Donc je me balade dans le métro, je me fais agresser, je mets un coup de gazeuse, je suis en tort. Vous êtes en infraction. Ah oui, vous n'avez pas le droit de transporter. Port et transport interdits. On a Claude qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Voilà, moi je voulais, par rapport à ce que dit votre intervenant et avec lequel je ne me sens pas du tout en désaccord, à titre personnel, je suis tireur sportif depuis 30 ans et j'ai 2 armes de poing pour le tir de 4e catégorie, donc catégorie B aujourd'hui, et je pense que chaque année je dois faire preuve d'une attestation médicale qui fait preuve de mon état physique et de mon état mental, donc et ces 2 armes sont connues de la préfecture, elles sont enregistrées. Alors, évidemment, je peux pas les sortir sauf pour aller au centre de tir.
Mais quand votre interlocuteur tout à l'heure disait, quand on est chez soi, par exemple la nuit, si on a une arme, on peut se défendre et c'est normal. Sauf que dans ce cas-là, on trouvera toujours des avocats et des juges pour dire oui, mais vous n'avez pas respecté le principe de proportionnalité parce que finalement vous avez tué votre cambrioleur. Alors c'est arrivé à des personnes âgées de tuer un cambrioleur. Oui. C'est arrivé aussi à des bijoutiers qui se défendent dans leur boutique. Donc je veux dire que il faut aller jusqu'au bout. Moi je suis assez d'accord avec ça, mais à ce moment-là il faut aller jusqu'au bout et en disant comme aux États-Unis où j'ai passé un mois dans les années 90 également, dès qu'on rentre dans votre propriété avec votre désaccord, vous avez le droit de vous servir de votre arme. Et croyez-moi, aux États-Unis on m'a dit, j'étais avec des syndicalistes. J'étais pas avec des Trumpistes, c'était plutôt des démocrates. Et ils m'ont dit, nous, si on a une arme et on part de chez nous en laissant la porte non fermée à clé, parce que les gens savent que s'ils rentrent chez vous alors que vous n'êtes pas invité, vous avez le droit de tirer dessus. Donc c'est dur à dire, c'est dur à entendre. C'est sûr. Ouais. Mais aujourd'hui, quand on entend, qu'on vous dit, un ministre ou autre qui vous dit, on peut pas être derrière chaque personne et donc ça sera toujours inévitable qu'il y ait des accidents comme ça, moi je dis par rapport aux victimes et à leurs familles, ça fait un peu gros au cœur quand même. Ouais. Merci Claude. Justement, c'est la théorie du château. Voilà, c'est ce que les Anglais et les Britanniques appellent la doctrine du château, the castle doctrine. Oui, alors ce que dit Claude, parce que vous disiez, on a le droit à légitime défense. Apparemment non, Bertrand Saint-Germain. Alors attention, il y a la théorie et il y a la pratique. Ouais. Mais je reprends Claude, il fait une petite erreur, même s'il a raison. Je vais vous expliquer. L'idée de la légitime défense privilégiée, c'est que si quelqu'un rentre la nuit, je précise bien la nuit. La nuit, pas dans la journée. Ça ne vaut pas pour la journée. Non, dans votre domicile, pas dans la propriété, dans le domicile, il y a une présomption de légitime défense. D'accord. Et on peut tirer. Ensuite, s'il s'agit d'armes, si l'arme est détenue illégalement, vous pourrez être poursuivi pour ça. En ce qui concerne les dommages que vous auriez fait à la victime, à la personne qui est rentrée chez vous, il y a une présomption de légitime défense, mais vous serez naturellement mis en examen, mais mis en examen ne veut pas dire coupable. Peut-être condamné, enfin. Ça dépend, vous voulez dire, des circonstances. Et là, les circonstances vont être examinées. D'accord. Voilà. Simplement. Mais vous dire, le principe de légitime défense est acquis la nuit si quelqu'un rentre chez vous. Dans le domicile. Dans le domicile. Alors, aux États-Unis, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus large, qui vient d'Angleterre, c'est the castle doctrine, la doctrine du château, qui vient de la common law anglo-saxonne, et qui dit que tout Anglais est chez lui comme dans son château. Et donc, cette idée que si quelqu'un rentre dans votre château, eh bien, vous êtes fondé à le repousser, et que vous ne l'y avez pas invité, d'être fondé à le repousser. La manière que vous voulez. Et ça fonde une irresponsabilité pénale et civile. Il n'y a pas d'indemnité si vous blessez la personne. Et cette doctrine du château, alors, sa portée varie elle s'applique dans tous les États américains. Sa portée varie. Pour certains, c'est la propriété, d'autres le domicile, voire dans certains États, ça a été limité à la chambre. Ouais. Dans d'autres États, c'est la voiture également, voire le lieu de travail. Voilà, c'est très varié. Merci Claude. On a Philippe qui nous appelle depuis Caen. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Philippe. Oui, bonjour André, bonjour Monsieur Saint-Germain. J'aimerais juste faire une précision et vous faire après une proposition. Je rappelle que les policiers, malheureusement lors des attentats, alors les policiers au sens large, la gendarmerie, police, etc., en dehors des heures de service, on leur a, je vais parler au présent, on leur a autorisé à porter leur arme de service pour intervenir dans des endroits particuliers, des manifestations, etc., etc. Il y a eu nombre, je vous parle en connaissance de cause, que dans ma famille, il y a des policiers. Je vous parle donc de policiers qui se sont présentés armés et ont décliné leur identité, qu'on a refusé de faire entrer dans des salles de spectacle ou autres pour éventuellement pour répondre à une menace. Là, il y a un problème, un gros souci. Et moi, je souhaite que l'IGPN, une bonne fois pour toutes, c'est mon souhait, soit réformé, voire dissoute, parce que c'est un policier qui tire des gens dans ses fonctions est déjà présumé coupable. Ma proposition serait la suivante. Les gens comme moi qui ont fait leur service militaire dans les années 60 et autres pourraient, puisqu'on a pratiqué le tir, pourraient avoir accès à des armes. Au même titre que des anciens militaires, ça
Ça serait intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors Bertrand Saint-Germain, il y avait eu une proposition de loi en ce sens de Gilbert Collard vers 2012-2013 qui visait effectivement les anciens des forces de l'ordre et anciens militaires en leur permettant d'avoir accès, etc. Mais actuellement, on n'est absolument pas sur cette ligne. L'État reste tout à fait. Mais même alors, on refuse aux policiers même de pouvoir. C'est quand même tout à fait étonnant. Ça. La législation le permet maintenant, mais Philippe a rappelé, c'était dans un spectacle sportif, je crois, où effectivement des policiers qui avaient le droit d'avoir cette arme avec eux, on leur a interdit l'accès. Mais c'était illégal apparemment. C'était illégal. L'attitude des policiers était conforme à la loi. On marque une courte pause et après on aura David qui nous appelle au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Avant de passer la parole à David, quelque chose vous venez de dire en antenne, Bertrand Saint-Germain, que la doctrine du château, vous savez, qui consiste à dire quand je suis chez moi, je suis tout à fait légitimé à me défendre contre n'importe quel assaillant, enfin, pour résumer, elle n'est absolument pas évoquée dans aucun manuel ou juridique en France. Vous dire rien. Non. Dans aucun texte. Vous prenez les encyclopédies juridiques, le Juris Clatosseur, vous allez chez Dalloz, etc. Dans tous les livres de droit pénal, on n'aborde pas la doctrine du château, ne serait-ce que pour la présenter et expliquer ce que c'est. Et vous avez une deuxième doctrine américaine, c'est la Stand Your Ground. C'est-à-dire qui dit défends ton territoire. Ah oui, défends ton territoire. Et qui dit que si vous estimez en danger, vous êtes autorisé à tirer. Ah oui, carrément. Et ça s'applique dans 35 États américains. Ouais, mais après, les circonstances seront vérifiées. Est-ce que voilà. Oui, parce que n'importe qui peut dire je défendais mon territoire, je vais tirer. Enfin, et ça, à nos yeux français, c'est inimaginable. On n'imagine pas que ça puisse se passer comme ça. Mais ça fonctionne. Enfin, ça s'applique en tout cas. David nous attend au standard. Bonjour David, 0826 300 300. Bonjour David. Bonjour David. Bonjour André, bonjour Bertrand. Voilà, j'avais envie de téléphoner parce que je suis suisse, ça fait une vingtaine d'années que je suis arrivé en France et Bertrand a dit une chose très juste, c'est que en Suisse on a des armes, on a des choses. J'ai fait mon service militaire en Suisse, à la différence près que en fait la boîte de balles réelles et la boîte de balles, la culasse sont des boîtes scellées. Donc oui, on se balade avec des armes et tout, mais par contre on a une vraie peur en tant que militaire ou autre, parce qu'on est appelé, c'est obligatoire, avec la police militaire. Et la police militaire est un peu partout. Et la différence de la France, il y a une peur d'un côté de la police militaire, et de l'autre côté un respect aussi de ces institutions et de ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est une grosse différence par rapport à la France, quoi. Absolument. Voilà. Et sur la Suisse, on peut rappeler que à l'issue du service de milice, je crois qu'il s'appelle comme ça, les soldats ont la possibilité de conserver le fusil d'assaut à domicile. Ils peuvent le garder une fois qu'ils ne sont plus militaires. Quand moi j'ai fait l'armée, c'était même pas la possibilité, c'était une obligation. Et moi personnellement, je n'avais pas envie. Donc personnellement, j'ai fait un refus d'armes et ce genre de choses pour Mais vous pouviez le faire, David, c'est ça? Oui. Absolument. Alors attention, c'est très compliqué. Il faut passer devant un état-major, il faut avoir des preuves et ce genre de choses pour faire un refus d'armes à la maison. Mais qui n'empêche pas de défendre son pays dans d'autres situations, ce genre de choses. Mais par contre, il y a énormément de gens, ils ont peur parce que la boîte de balles, la culasse sont scellées. La police militaire peut même venir à votre domicile pour vérifier que c'est toujours scellé. Et par contre, si ça n'est pas scellé, c'est des semaines et des semaines de prison militaire. Bien sûr, il y a un encadrement et heureusement. Voilà, exactement. Merci. Mais il est vrai qu'en France, c'est le respect et ce genre de choses. La peur n'existe plus en fait. Oui, elle existe autrement, la peur. Elle est ailleurs. Merci David pour votre témoignage. Richard nous appelle de Gouet. Bonjour Richard. Oui, bonjour à vous tous. Bonjour André, je suis un bonjour grand Richard. fan.
Oui, Merci. j'ai vécu 25 ans aux États-Unis. Ma fille est née, elle a grandi aux États-Unis, elle habite toujours là-bas. Et là-bas, ils ont une expression « My home is my castle ». Ma maison, c'est mon château. C'est ça, oui, la théorie du château. Voilà, oui. Parler votre invité. Oui. Et ma fille, son mari voyage souvent. Ma fille, ils ont une carabine, ils savent l'utiliser, ils ont la licence et tout. Et en cas où, elle a le droit de l'utiliser. Elle n'a pas besoin de se demander si c'est un couteau, si le mec a un couteau ou une batte de baseball ou autre. Ouais. Elle doit donner un avertissement et après, elle peut tirer pour se défendre. Ouais, et je trouve que c'est très bien. Quand on a un président pendant les élections qui a dit qu'il voulait pas que la France devienne le Far West, mais c'est pas les Français qui font de la France le Far West, c'est les criminels. Et en plus, on peut pas se défendre. C'est ça qui est exceptionnel en France. Ouais. C'est qu'on n'a pas le droit de se défendre. Vraie question, effectivement. Merci, Richard. Merci beaucoup, Richard. On a Christian qui nous appelle depuis Suresnes, en région parisienne. Bonjour, Christian. Bonjour, Christian. Oui. Bonjour. C'est le hasard fait bien les choses. C'est une synthèse de ce qui vient d'être dit entre les États-Unis et la Suisse. J'ai vu un reportage d'un Américain qui était allé en Suisse pour se demander pourquoi, à un taux de possession d'armes per capita supérieur, il y avait moins d'homicides. Ouais. Et il est arrivé à une conclusion que je trouve très intéressante, c'est que aux États-Unis c'est un droit, alors qu'en Suisse c'est un devoir. Ah oui. On a une arme parce qu'on a le droit aux États-Unis et c'est un devoir parce que, comme l'a dit notre ami suisse, c'est l'armée et on est là pour défendre son pays. Du coup, ça devient un devoir. C'est quand même une approche psychologique très différente. Ouais, c'est ça. Tandis qu'en Amérique, c'est un droit. C'est un droit de l'homme, comme on dit. Enfin, c'est voilà. C'est un droit de l'homme. Ouais. Et puis dans un club de tir, j'ai entendu une autre réflexion que je vous livre. C'est quelqu'un qui dit, mais c'est assez commun chez les tireurs, de dire je préfère être jugé que tué. Oui. Donc on dit l'autre, oui. Je préfère être en infraction que dans un cercueil. Oui, ça peut se comprendre. Voilà. Ouais. Pour la Suisse, à l'appui de ce que dit Monsieur sur c'est un devoir, il y a encore un point de l'histoire suisse que les gens connaissent peu. C'est ce qu'on appelle les Landsgemeinde. Les Landsgemeinde, c'est dans les cantons alémaniques et les plus petits d'entre eux. Ça se poursuit. Finalement, toute la population vient sur la place centrale du village pour voter les projets municipaux. Les fameuses votations. Les fameuses votations. Simplement, dans les Landsgemeinde, la votation se fait à main levée, et c'est la condition pour participer au vote, à main levée et armée. Il faut avoir une arme pour voter. Alors, ils viennent avec une dague au côté. J'ose dire un couteau suisse, forcément. Mais vous avez des reportages. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je suis amené à ce que le canton, la commune, me demande de donner ma vie pour la communauté, eh bien, j'ai donc le droit de parler au nom de la communauté. Et d'être armé pour défendre ma communauté. Alors, l'arme en question est symbolique, c'est une dague, une épée, mais ça reflète ce devoir. Merci beaucoup, Christian. On a Bernard de Font-Romeu. Bonjour, Bernard. Oui, bonjour, Bernard. Bonjour. On vous écoute, Bernard. Oui, bonjour, André. Je suis un fidèle également. Donc voilà, je voulais... Bonjour André, votre invité, pardon, ainsi que les auditeurs. Oui. Voilà, moi j'ai fait mon service militaire dans les chasseurs alpins et j'ai été tireur d'élite. Oui. Donc j'ai aimé la précision, mais jamais j'aurais fait de mal à personne. Voilà. Donc tirer pour ne pas le cacher ou refaire F1, voilà. D'accord. Et après j'ai eu carrément un pistolet que j'avais acheté, qui s'achetait d'ailleurs dans les grandes surfaces. Un calibre 44. Vu que vous avez un spécialiste avec vous, c'était un Rugère. Voilà. Tout en inox, magnifique pièce, poudre noire. Ben, je me baladais dans ma voiture avec. J'habitais Grenoble. C'était pas autorisé. Parce qu'il y avait à l'époque. Mais vous saviez que vous étiez dans l'illégalité, mon cher Bernard, à ce moment-là. C'était, je sais pas si vous vous souvenez, le gang des BM. On va dire sur la... Non mais vous saviez que... Non mais Bernard, est-ce que vous saviez que vous étiez dans l'illégalité? Parce que normalement vous n'avez pas le droit de vous balader avec un pistolet dans votre voiture. Non? Oui, j'avais ça parce que je me baladais de nuit avec ma femme et j'avais ça. Et j'allais, je vais vous dire, j'allais à 7 dans ma belle famille, voilà. Bon, après ça a été terminé, mais ce que je voulais dire, c'est que mon papa dans les années 80 s'est défendu chez lui. Voilà, on lui a pris des fusils. Il a tiré sur quelqu'un qui était dans la propriété. Et voilà, donc il a à peine blessé. Et donc il avait 80 ans.
Et il a été puni, comment il a été puni? Il a été puni, on lui a saisi les armes. Ouais. Je peux même vous dire, bon, mais mon nom, c'est pas grave, je veux dire, j'ai 73 ans, je veux dire, ma vie, elle est bien avancée, j'ai rien à me reprocher. Non, mais je veux dire que, même les gendarmes de l'époque lui ont montré les photos de ce qu'il avait fait aux fesses du monsieur qui était en train de fracasser la porte d'entrée. Ouais. Ils étaient en pyjama tous les deux. D'accord. Voilà, c'est une histoire qui a... Non, j'ai compris, mais est-ce qu'il a été puni comment? Il a eu une sanction? Il avait 80 ans, il a rien eu, il n'y a pas eu de suite. D'accord. Voilà, il y a eu une remontée de bretelles de la part du chef de clan. C'est pas trop grave, ça. C'est pas trop grave. Mais... D'accord. Ah, on a eu. Merci. Ouais, merci Bernard. Merci pour votre témoignage. Bertrand Saint-Germain, on arrive un peu en fin d'émission et on pourrait encore en parler pendant des heures. Je reviendrai. Absolument. C'est en tout cas, à mon avis, la question ne sera pas épuisée. Juste un mot. Donc pour vous, effectivement, un homme averti en vaut deux. Voilà. Et ça a été dit par un des auditeurs. Hein, je préfère être jugé que tué. Merci. Prendre les armes, Bertrand Saint-Germain aux éditions Le Paul Marc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. André Berkoff, on vous retrouve demain pour la culture dans tous ses états avec Céline Alonso. Vous recevez Didier Barbelivien, le formidable poète et compositeur. Ça sera entre 13h et 14h. Alexis Poulain demain sera là entre midi et 13h. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Cette semaine, à l'occasion de la Saint-Valentin, écoutez le Grand Matin Sud Radio et gagnez votre séjour d'exception. Une nuit au somptueux hôtel Le Clair de la Plume, ensuite avec les petits déjeuners et votre dîner au bistrot à la Ferme Chapouton. Découvrez la carte co-signée par le célèbre chef Glenn Viel. Une expérience gastronomique incomparable vous attend au pied du château de Grignan en Drôme provençal, au cœur de la première région productrice de truffes en France, avec Sud Radio et l'hôtel Le Clair de la Plume. Sud Radio, parlons vrai.